La ville est le cœur du corps, si on veut. Partout dans le monde, les grandes villes et ceux qui y vivent sont souvent confrontés avec un trajet assez pénible entre leur maison et leur lieu de travail. Le résultat? Bouchons, bruit et boue. À Paris, comme partout dans le monde, on cherche des manières pour relever ce défi. Avec nous est aujourd'hui professeur Moreno. Bienvenue, monsieur Moreno. On est très content que vous soyez là. Vous êtes professeur et directeur scientifique au chaire ETI à l'université Parthénon, Sorbonne à Paris. Pardon, c'est un très long titre, mais vous avez un travail très important et on sait très bien qu'à Paris, il y a un grand projet en ce moment-là avec la maire, notamment Anne Hidalgo, qui veut avec vous changer le centre-ville et la Champs-Élysées, le monument de la ville de Paris. Donc on est très curieux d'apprendre plus sur ce projet, mais avant de commencer et d'apprendre plus sur vos perspectives et travail, j'aimerais vous demander aujourd'hui quels sont d'après vous les problèmes avec lesquels la majorité des villes sont confrontées. Bonjour et tout d'abord, merci pour cette invitation. Effectivement, quand on travaille sur les problématiques des villes, tout d'abord, il faut dire que la population humaine aujourd'hui, elle est essentiellement urbaine. Dans un pays comme la France, mais dans un continent comme l'Europe, mais c'est pareil en Amérique latine où je suis né, on est de manière écrasante des urbains. 80% en Amérique latine, 77% en Europe et tout en France. Donc, on est confronté à trois problèmes majeurs. Les premiers, c'est les changements climatiques, puisque c'est une menace qui aujourd'hui, c'est une urgence, qui touche la vie dans nos villes en permanence avec toutes ses conséquences, températures extrêmes, problématiques d'eau et vagues de chaleur. Deuxièmement, la problématique économique. Nous avons des fortes inégalités dans nos villes auxquelles nous devons faire face. Et troisièmement, l'exclusion sociale, parce que nos villes, elles créent également beaucoup d'inégalités, pas uniquement de la pauvreté, mais également on voit les populismes, on voit une démarche d'exclusion sociale, on voit des problématiques liées à l'immigration, à ceux qui sont nés ailleurs. Et ces trois problématiques, écologie, économie et sociale, et nous obligent aujourd'hui à avoir une réelle conscience que ces trois éléments sont liés et qu'on ne peut pas les attaquer les uns différemment des autres. Voilà déjà les contextes urbains qui se posent ici ou ailleurs. Merci. Et directement, ma deuxième question, à quoi ressemblera la ville du futur d'après vous alors? La ville du futur s'est construite aujourd'hui, puisque nous sommes en situation d'urgence déjà par rapport au climat. Mais nous avons pu le voir aussi que depuis 2 ans, nous vivons au niveau planétaire une pandémie, celle du Covid-19, qui nous a touchés au cœur de nos vies urbaines. Nous avons vu finalement ce que représente la force des villes, parce qu'il a fallu mettre les villes sous lockdown pour pouvoir nous débarrasser du virus. Et nous avons vu que mettre la ville en lockdown, la ville s'écroule dans sa production de valeur, la ville s'écroule dans les liens sociaux, la ville s'écroule dans l'occupation de l'espace public, avec toutes ces images-là, toutes ces villes dans le monde, totalement vides. Donc, la ville du futur se construit aujourd'hui par une démarche en vue de faire des villes qui soient vivables d'un point de vue écologique, viables d'un point de vue économique et équitable au niveau social. C'est pour ça que nous proposons 2 feuilles de route basées sur un élément majeur et unique, améliorer la qualité de vie des urbains pour que l'économie, l'écologie et les sociales transforment nos villes dans une démarche de création des valeurs, dans une démarche de rapprochement entre les gens, des création du lien social et de réappropriation de la ville par les gens qui y habitent pour que la ville soit vivante et que ce ne soit pas des villes dortoirs, que la ville soit riche parce que tous ceux qui travaillent en bénéficient et que la ville soit accueillante
pour que la notion de voisinage donne plus de force à la ville en elle-même. Et donc, vous avez développé un concept qui s'appelle la vie du quart d'heure. Pourquoi pas 22 minutes? Et dites-nous comment ça marche ce concept exactement. La ville du quart d'heure, mais ça aurait pu être 10 minutes ou 28. D'ailleurs, il y en a qui les proposent. Ce n'est pas un problème de temps par rapport aux chiffres. C'est surtout la réappropriation des nouvelles manières de vivre par des proximités. Nous vivons dans des villes modernes sur 70 années d'urbanisme extrêmement segmentées. Nous avons des villes fracturées. Nous avons le centre-ville, les quartiers où les gens travaillent, corporate, des quartiers de culture, des quartiers populaires, des quartiers des classes moyennes et classes aisées. Nous sommes habitués, en fait, à avoir des villes dans lesquelles on se déplace beaucoup, rien que pour aller de mon domicile à mon travail. Et donc, nous avons des quartiers qui, dans les journées, il se passe rien, des quartiers dans lesquels on connaît plus les gens qui habitent. Nous avons des tours de bureaux dans lesquels les soirs, il se passe rien non plus, encore moins fait dans le Covid. Donc, la ville du quart d'heure est une idée d'avoir des services essentiels près de chez soi, pas uniquement pour moi dans mon quart d'heure, mais partout dans la ville, pour ne pas avoir à faire des très longs déplacements matin et journée tous les jours qui désincarnent la ville, pour pouvoir travailler à distance de manière décentralisée. C'est utiliser plus et mieux tout ce qui existe pour que ça soit pas uniquement un usage unique, un lieu, mais un lieu, plusieurs usages, et chaque usage est nouveau possible. Et c'est également le fait que on ait plus de qualité de vie dans l'endroit où on habite, plus de liens sociaux, plus d'affect. Donc, que les rues soient pour les humains, pour ceux qui habitent, et pas pour des voitures qui ne s'arrêtent jamais. Donc, on dit une ville polycentrique, c'est-à-dire une ville dans laquelle les centres est partout et qui nous permettent à chacun de nous tous de vivre plus en harmonie avec notre capacité à être ensemble. Avec ce que vous avez dit, vous avez en fait répondu à ma prochaine question, quelles étaient les erreurs en fait des urbanistes dans le passé. Mais j'aimerais changer cette question parce que largement dans ce que vous avez décrit, ça, c'est une amélioration de conditions de vie pour toute personne en fait qui vit déjà dans les villes. Par contre, ce qu'on observe dans le passé, c'est qu'il y a beaucoup du monde qui aimerait bien en fait déménager dans les centres-villes ou qui vivent mais ne peuvent plus en fait payer leur manière de vivre dans la ville. Et on observe une certaine ségrégation sociale aussi dans les villes. Et donc, expliquez-nous peut-être dans l'usage peut-être plus local des énergies renouvelantes, comment est-ce qu'on peut changer aussi la structure des villes pour inclure plus du monde? Tout à fait. La ville du quart d'heure, pour les zones très très fortement denses, on appelle les territoires les demi-heures pour des zones qui sont pas compactes, qui se trouvent plus en périphérie des villes, voire en zone métropolitaine. C'est surtout une démarche pour proposer une nouvelle manière de vivre qui doit transformer comment nous vivons aujourd'hui, comment on travaille, comment on fait nos courses et comment on accède à des services. Le constat, c'est que nous vivons dans des villes ou dans des territoires dans lesquels il y a des très fortes inégalités. La plupart de nos villes, on observe, même au niveau métropolitain, des déséquilibres très forts entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. Donc, nous voulons, en partant du constat de ces inégalités, rééquilibrer la ville par un usage différent de la ville. Il n'est pas normal qu'il y a des bâtiments qui sont fermés entre 60 et 70% de leur temps parce qu'ils ne servent qu'à une seule chose. Un restaurant, un café, un collège, un lycée, une salle de sport, un cinéma, un bâtiment de bureau. Vous imaginez le nombre de mètres carrés qui existent
qui sont fermés dès qu'on a fini la seule chose pour laquelle ils sont là. Donc nous voulons ouvrir la ville à beaucoup plus d'activités. Il n'est pas normal qu'il y ait des quartiers dans lesquels il n'y a que des personnes aisées qui habitent et que les pauvres soient confinés dans des ghettos. Nous voulons ouvrir par la mixité d'usage, par la mixité sociale. Il n'est pas normal qu'il y ait des gens il faut 1 heure et demie de leur lieu très loin pour venir travailler dans les lieux où ils passent la journée et retourner les soirs. Donc nous voulons créer ce qu'on appelle les corporate working, du travail décentralisé, des points près de chez les gens, un peu partout dans la ville, dans lesquels on peut aller passer des quelques heures à 1 ou 2 journées et qui permet de désaturer. Il n'est pas normal qu'il n'y ait plus de commerce de proximité, que les gens soient obligés dans des grands supermarchés. Donc, nous voulons recréer du commerce local, des deuxième et troisième usages. Nous voulons en fait, avec ces concepts-là, donner plus d'égalité des chances à tous et chacun si on est capable de aller à la racine de cette ségrégation pour une ville beaucoup plus équilibrée. Mais c'est pas une baguette magique qui va transformer en quelques jours, en quelques semaines, 70 ans d'urbanisme ségrégatif. C'est un voyage. C'est une transformation, un processus. Par contre, ce que vous décrivez, c'est très intéressant. Cela change en fait l'immobilier dans une plateforme. C'est une transformation de devenir une plateforme de vie, de ce que j'ai compris de votre part. Et c'est en fait très intéressant pour tout investisseur de repenser en fait ce que est leur investissement. Et donc ma prochaine question, qui peut et qui doit s'impliquer dans la réalisation des changements que vous revendiquez, les maires, les architectes, les investisseurs et qui d'autres? La ville aujourd'hui est un écosystème. Et donc, pour le rééquilibrer, il faut trouver une convergence. D'une part, ceux qui sont à la gouvernance de la ville, les maires, pour proposer ce voyage, cette transformation dans une ville polycentrique, et ils doivent être garants du bien commun. C'est-à-dire que tout le monde a ses chances d'y accéder pour éviter la gentrification, où on fait des quartiers qui ont plus de services et des quartiers qui ont moins de services. Dans les quartiers avec plus de services en un quart d'heure, on sera sélectionné par l'argent, et les autres, ils auront moins de possibilités. Mais ça ne suffit pas qu'il y ait les maires. Il faut également le secteur privé. Il faut le secteur privé, d'une part, entre les sociétés qui génèrent de l'emploi, parce qu'il faut qu'ils y participent pour transformer notre manière de travailler. Aujourd'hui, avec les Covid, le secteur privé a compris qu'on pouvait travailler différemment et qu'on n'était pas obligé d'avoir tous les salariés à 8 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, juste pour le plaisir d'être là et qu'on peut transformer. Les investisseurs, c'est très, très important. Je travaille beaucoup avec eux, les investisseurs et les promoteurs immobiliers, parce que la manière de faire la ville est en train de changer avec eux, puisque les investisseurs et les promoteurs ont compris qu'on ne peut plus faire de la promotion immobilière pour des lieux dans lesquels on habite, ou pour des lieux dans lesquels on travaille, ou pour des lieux dans lesquels on va faire du sport. Maintenant, il faut faire des lieux multi-usages pour créer cette capacité à avoir des proximités plus heureuses. Les investisseurs, c'est extrêmement important. Vous voyez, avec l'Institut national du logement au Mexique, il y a une nouvelle loi qui est sortie par mes travaux sur la ville du quart d'heure qui dit tout investissement pour faire du logement doit prouver que dans un rayon de 300 à 500 mètres, il y a de la qualité multiservicielle par rapport à des multi-usages. Et ceci change complètement la donne dans la manière de construire. On ne peut plus construire en uniquement proposant des mètres carrés indoor, où je suis à l'intérieur, même très confortable, où on ne sait pas ce qui va se passer à l'extérieur. Donc, le vrai rééquilibrage pour les investisseurs, promoteurs et développeurs de la ville, c'est de faire de telle sorte que on est capable dans un rayon de 500 mètres, offrir des capacités multiservicielles qui vont faire la plus importante transformation pour la décennie à venir. Elle n'est pas de loger quelque part, elle est d'habiter dans la ville. Il y a trop de gens qui logent dans des mètres carrés et qui n'habitent pas dans la ville. Aujourd'hui, nous devons inverser les processus. On doit pouvoir
loger quelque part dans des mètres carrés et habiter dans la ville, c'est-à-dire accéder à ces services, commerce, santé, éducation, culture, loisirs. C'est ça la plus importante transformation. Comprendre que il ne suffit pas de loger, mais que ben, il faut habiter, il faut vivre dans la ville, donc dans un rayon des 300-500 mètres, c'est important parce que ça nous donne une envie d'être dehors et ensuite d'aller où on veut, mais déjà parce qu'on est capable de satisfaire beaucoup de besoins principaux. Alors, ce que vous dites, c'est remettre le marché du village, si on veut, de l'ancien village, de retour dans la grande ville et donner accès, en fait, et c'est dans l'intérêt des investisseurs, aux gens de vivre, de faire leur travail, d'échanger des produits dans la ville et donc amener aussi argent, produits, business dans le centre de la ville, ce qui est évidemment intéressant pour tout investisseur. Donc, merci pour cette perspective. Finalement, peut-être une question qui est très concrète sur votre projet à Paris, mais on aimerait savoir quel est je veux vous poser la question comme ça. Quel est le plus grand problème que vous avez rencontré dans votre voyage et à Paris sur le projet des Champs-Élysées et qu'est-ce qui est le moment jusqu'à ce moment-là qui vous a inspiré le plus? Aujourd'hui, au niveau des freins que nous pouvons avoir, il y a, je dirais, 3 freins. Il y a un frein de changement de mode de vie qui s'applique aux citoyens que nous sommes, puisque ça signifie faire nos courses et vivre différemment et parfois on veut être fidèle à nos habitudes. Deuxièmement, il faut que les promoteurs immobiliers et les investisseurs épousent un autre raisonnement pour créer de la valeur. On ne crée plus de la valeur par rapport à la valeur du mètre carré à l'intérieur, mais on crée de la valeur par rapport à l'ensemble des services qu'on peut constituer. Et c'est un changement important. Et le troisième, c'est vraiment difficile, les politiques de la ville souvent sont cadencées par les temps d'une élection, entre 4 et 5 ans. Et quand on change de maire, s'il y a une alternance, parfois il faut tout recommencer et les nouveaux maires, ils considèrent que l'ancien n'a pas bien fait et qu'il faut faire autrement. Et donc, on ne peut pas avoir une politique urbaine de transformation s'il n'y a pas une continuité dans le temps. Ce qui m'inspire le plus, c'est quand je vois dans le monde entier le changement climatique, quand je vois dans le monde entier que la qualité de vie et surtout notre capacité à nous dire bonjour, à nous embrasser, à nous toucher et à se mettre ensemble pour créer, et ça m'inspire beaucoup. C'est-à-dire la créativité des hommes et des femmes, même dans des lieux très pauvres, est capable de générer de nouvelles énergies pour nous transformer. Donc, je m'inspire, on va dire, dans une certaine énergie créative des hommes et des femmes qui habitent quelque part, pour, malgré les difficultés, tenir bon. Parce que dans cette planète, il y a quand même beaucoup d'endroits où ça ne va pas du tout. Il y a encore beaucoup de gens qui vivent avec 2 $ par jour. Mais par contre, il y a encore beaucoup de gens qui ont l'envie de vivre autrement. Et c'est pour leur rendre hommage à eux que je suis engagé totalement dans cette idée de transformer la ville, au moins essayer de faire des propositions. Merci beaucoup. On espère que votre projet à Paris va bien avancer et donner exemple à comment relever ces défis qu'on observe partout dans le monde, dans les grandes villes. En Allemagne, par exemple, la ville d'Hambourg a aussi commencé à se préparer de changer et d'initier cette transformation dans la ville. Et on est certain que partout dans notre pays, il va y avoir autres villes qui vont suivre cet exemple. Donc, merci beaucoup que vous avez pris le temps, Monsieur Moreno, et on espère aussi que vos projets vont avancer très vite et très succinctement. Merci. Merci beaucoup et à bientôt.